Imaginez, nous sommes en France, au milieu du XVIIIe siècle. L'océan est une frontière immense, inexplorée, pleine de dangers et de merveilles. Mais pour une femme à cette époque, la seule façon d'y naviguer, c'était de se cacher, de renoncer à son identité. Car les règles étaient claires, draconiennes, décrets royaux, ordonnances navales de 1689, formellement aucune femme à bord d'un navire militaire français. Et pourtant, une femme l'a fait. Elle a bravé la loi, les océans et les préjugés. Voici l'histoire stupéfiante de Jeanne Barret, la première femme à boucler un tour du monde, dans le secret le plus absolu. Jeanne Barret, première femme au tour du monde. Mais qui était cette femme d'une audace folle? Oubliez les salons parisiens ou les grandes familles. Jeanne Barret naît en 1740, dans un petit village du Morvan en Bourgogne. Une famille de paysans. Pas de titre, pas de fortune. Mais Jeanne a une soif d'apprendre. Elle apprend seule à lire, un exploit pour l'époque et son milieu. Et très vite, elle se passionne pour les plantes. Elle n'étudie pas dans de grandes universités, elle étudie dans la nature. Elle apprend à reconnaître les simples, ces plantes médicinales ou utiles, pour soigner les récoltes, le bétail et les gens aussi. Sa réputation, celle d'une herboriste prodige, dépasse les frontières de son village. Et elle arrive aux oreilles d'un homme important, Philibert Commerson. Veuf, botaniste du roi Louis XV, Commerson est un scientifique brillant. Il rencontre Jeanne et découvre non pas une simple aide, mais une assistante ultra douée. Sa connaissance du terrain, son flair pour les plantes, sont exceptionnels. Commerson l'associe à ses recherches. Ensemble, ils classent des centaines d'espèces, travaillent sur le littoral près de Toulon, croisant des armateurs, des marins. Le monde s'ouvre peu à peu sous leurs yeux, mais encore sur la terre ferme. Et puis, l'opportunité du siècle se présente. Nous sommes en 1766. L'explorateur Louis-Antoine de Bougainville annonce une expédition colossale, la première circumnavigation française. L'objectif ? Explorer l'immense Pacifique, repousser les limites de la connaissance. Commerson est désigné botaniste officiel de l'expédition. Un rêve absolu. Mais il pose une condition. Il partira, oui, mais uniquement avec son assistante, Jeanne. Problème ? On l'a dit, l'ordonnance navale de 1689 est catégorique. Interdit aux femmes sur les vaisseaux du roi. Un botaniste officiel ne peut pas briser une loi fondamentale de la marine. C'est le dilemme. La fin du rêve ? Pas pour Jeanne. Elle ne laissera pas une simple règle l'empêcher de voir le monde, de continuer ses recherches. La décision est prise. Un pacte secret scellé avec Commerson. Jeanne Barret va disparaître. Elle se coupera les cheveux, troquera sa robe pour une veste de toile et un pantalon de matelot. Elle prendra un nouveau nom, Jean Barret. Elle deviendra le valet de Commerson. Un pari fou. Une identité volée pour une liberté gagnée. Le 12 décembre 1766. Le grand départ. La Boudeuse, navire amiral de Bougainville, quitte Brest, suivi de près par la flûte L'Étoile, le navire scientifique qui emporte Commerson, Jeanne, ou plutôt Jean, et tout le matériel de botanique. L'aventure commence immédiatement dans la brutalité du golfe de Gascogne. La tempête, le mal de mer. Jean lutte contre les éléments, tout en s'occupant de Commerson, alité, fragile. Pas le temps de s'apitoyer sur soi. La vie à bord est rude. L'espace est confiné, impossible de se cacher longtemps. L'équipage, composé de centaines d'hommes coupés du monde, commence à spéculer. Ce nouveau valet, il est un peu étrange. Il porte des gants trop fins. Sa façon d'écrire est délicate. Les murmures courent sur le pont. La tension monte.
Chaque jour est un danger, pas seulement à cause de la mer, mais à cause du risque d'être démasqué. Première grande escale, Rio de Janeiro, juin 1767. Commerson est trop fébrile pour débarquer. C'est Jean qui descend seul pour la mission botanique. Une femme, seule, déguisée en homme, dans une ville étrangère. Et c'est là, dans la jungle luxuriante, qu'elle fait une découverte incroyable, un arbuste couvert de bractées d'un fuchsia éclatant. Commerson baptisera plus tard cette plante magnifique Bougainvillea, en l'honneur du chef d'expédition. Tension supplémentaire, le gouverneur portugais, soupçonnant un espion déguisé, interroge Jean. Comment s'en sortir? Jeanne improvise un latin botanique parfait, utilise son savoir comme un bouclier. Elle évite l'arrestation. Son intelligence la sauve encore une fois. L'enfer. 3 semaines pour doubler le cap Horn, le détroit de Magellan. Des conditions épouvantables. Gerçures, froid glacial, mutineries étouffées. Jean ne se contente pas d'être un valet. Il est un membre à part entière de l'équipe scientifique. Il tient le journal de bord botanique, consigne les mousses et lichens par moins 20 degrés. Les marins, qui spéculaient, commencent à respecter Barré. Il ne se plaint jamais. Il est fort, résilient. Il grimpe au mât s'il le faut, porte Commerson sur son dos pour les relever. Il a gagné sa place. Avril 1768, mouillage à Tahiti, décrite comme une nouvelle Cythère, un paradis terrestre. C'est ici que le secret, gardé pendant plus d'1 an, va exploser. Les Tahitiens accueillent l'équipage et instantanément ils entourent Jean. Ils l'appellent Taatavain. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme-femme. Leur regard, leur intuition, leur connaissance du corps humain ne sont pas trompés par le costume. Le secret est éventé, d'abord auprès de Commerson qui le note sobrement dans son carnet, découverte de la supercherie, conduite exemplaire nonobstant, malgré tout. Puis, la rumeur court comme une traînée de poudre parmi les marins. Panique à bord. Bougainville, pour éviter un scandale retentissant qui pourrait nuire à l'expédition et à sa carrière, réagit vite. Il ordonne une garde rapprochée pour Jeanne et, surtout, il interdit formellement toute mention de cette affaire dans le journal officiel de l'expédition. Le secret est à nouveau étouffé, en apparence, mais il survivra dans les carnets privés de certains officiers. La fin du voyage est encore longue et difficile. Fièvre, scorbut. Jeanne utilise ses talents d'herboriste pour soigner l'équipage, préparant des remèdes à base d'écorce de quina. Octobre 1768. L'expédition atteint l'île Maurice, une colonie française. Commerson, de plus en plus malade, accepte l'hospitalité de l'intendant de l'île, un autre grand botaniste, Pierre Poivre. Le voyage autour du monde s'arrête ici pour Jeanne. Commerson meurt sur l'île en 1773, lui laissant l'incroyable trésor de ses recherches, un herbier monumental de 3000 spécimens. Jeanne ne se laisse pas abattre. Elle gère la collection, classe les échantillons et, pour survivre, ouvre un petit cabaret. Sa résilience est infinie. Sur l'île Maurice, elle rencontre un sous-officier hollandais, Jean Dubernat. Et là, pour la première fois depuis des années, elle peut enfin être elle-même. Elle l'épouse civilement. C'est son premier acte légal, sous sa véritable identité, Jeanne Barré. Après 8 ans, loin de la France, le couple embarque sur un navire marchand. Ils rentrent via le Cap et arrivent en France en 1775. La rumeur les a précédés, la femme qui a défié les mers. Commerson est mort, mais son œuvre doit vivre. Jeanne se rend à Paris, au Jardin du Roi, pour livrer le précieux herbier. Le grand naturaliste Antoine Laurent de Jussieu l'examine. Il confirme l'identification de dizaines d'espèces nouvelles. Et la reconnaissance officielle arrive.
En 1785, le roi Louis XVI lui-même signe un brevet royal. Il lui accorde une pension de 200 livres par an, un acte qui qualifie Jeanne Barré de femme extraordinaire. Cette pension fait d'elle la première femme officiellement payée par l'État pour ses services scientifiques maritimes. Une validation incroyable de son périple et de son travail. Les espèces portant le nom Barrettia seront nommées en son honneur bien plus tard, au XXe siècle. Jeanne se retire à Saint-Aulay, en Dordogne. Elle redevient cultivatrice de plantes médicinales, partageant peut-être des bouts de son incroyable périple avec les enfants du village. Elle s'éteint le 4 août 1807, à 67 ans, ignorée des grandes académies, mais sans doute célébrée par les anciens marins qui avaient navigué avec Jean Barré. Son histoire, tombée dans l'oubli pendant un siècle, ressurgit peu à peu, grâce à la réédition des carnets de Bougainville, grâce à des botanistes modernes qui honorent son nom. Et aujourd'hui, grâce à un bâtiment de la Marine nationale qui porte fièrement le nom de Jeanne Barré, symbole de sa résilience, de son génie et de son courage. Jeanne Barré a traversé le monde, sous couverture, au péril de sa vie, pour suivre la science, pour assouvir sa passion. Son histoire nous rappelle que les plus grandes aventures, les plus grandes découvertes nécessitent parfois de briser les chaînes, de défier les interdits. Elle a brûlé son identité pour réaliser son voyage. Et toi, quel déguisement es-tu prêt à brûler pour réaliser le tien? Si cette histoire épique de courage et de science cachée vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à Destins épiques pour ne rater aucun de nos portraits qui brisent les frontières. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'Odyssée de Jeanne Barré. À bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.